Nous sommes au château de Lermes. Ce château, je l'ai découvert en ruine il y a à peu près 6 ans. Il m'a beaucoup plu, je le trouve formidable, élégant, raffiné et il correspondait exactement au projet que je voulais faire depuis que j'avais 15 ans. Puisqu'en fait, depuis mes 15 ans, je veux restaurer un monument médiéval ou début Renaissance qui soit un monument construit en un seul jet, sans restauration ultérieure et surtout un monument dans un cadre splendide. Et ce château, nous sommes en fait au milieu de la forêt Barade. On peut imaginer que l'environnement, il n'a pas évolué depuis 500 ans. Donc mon projet, et mon unique projet, c'est de restaurer ce château et de faire en sorte que ce château qui a 500 ans, eh bien demain, en fait, on puisse le présenter à nos enfants, à nos petits-enfants, dans les 5 siècles qui suivront. Quant à l'utilisation future du château, sur lequel en fait tout le monde me pose des questions, ne vous inquiétez pas, je saurai quoi en faire, ce n'est pas un souci. Ce que je vous propose, c'est en fait de me suivre pour venir découvrir en fait les décors de ce château et que je vous explique un petit peu la philosophie de cette restauration. Alors faites bien attention, regardez ce portail qui est gothique flamboyant. Tout le décor de ce château est gothique flamboyant. Regardez-le, il est dans un état, je dirais, magnifique. Nous avons encore en fait les sculptures à droite et à gauche qui gardent l'entrée de ce château, l'armure très abîmée, mais qu'on ne restaurera pas pour rester en fait dans l'état d'esprit de ces travaux. Il lui manque juste la petite ogive centrale qu'on appelle un tympan, qui est au centre en fait de ce portail, qu'on restituera un petit peu plus tard quand nous aurons terminé les travaux. Mais ce portail est magnifique comme toute cette façade que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui. Il faudra revenir le découvrir puisqu'en fait toute cette façade est sculptée et ornée. Alors, on ne peut pas, quand on rentre de ce château, on ne peut pas laisser passer à côté en fait, de cet escalier qui est véritablement une des splendeurs de ce château. Cet escalier est construit de 74 marches d'un seul bloc qui en fait forme en fait, cette nervure. C'est ce qu'on appelle un escalier en vis. Je vous invite à faire très attention aux contre-marches puisqu'en fait le mouvement est fantastique. En Périgord, on n'en connaît qu'un seul qui soit en fait un petit peu près similaire dans les décors. C'est l'escalier de l'hôtel Gamançon, un hôtel particulier de Périgueux. Mais concernant l'escalier, je vous en parlerai un peu plus tard. Je vais vous emmener dans la salle basse. Alors nous voici dans la salle basse, ou la salle des gardes, parce que selon les inventaires, cette salle a eu différentes dénominations. Ce qu'il faut que vous imaginiez, c'est que nous étions 5 mètres plus bas, donc il n'y avait pas de sol, et que nous avions au-dessus de nous uniquement le ciel bleu ou le ciel gris, suivant la météo ambiante. Donc la première chose à faire, il a fallu remettre en fait un sol. On a remis un pisé, qui est en fait un sol de pierre planté autrefois en fait dans la terre. Là, on va se dire la vérité, il est dans la chaux et le sable, mais d'une façon générale, nous avons gardé l'état d'esprit de cette pièce, puisqu'on sait qu'il y avait un pisé, parce que dans les inventaires, cela a été décrit. Vous pouvez regarder aussi cette magnifique cheminée, qui est une cheminée qui porte les armoiries des Calvimont, de Lyon, de Tours, des armoiries qui sont un peu un mystère, puisqu'en fait, ce sont également en fait, les armoiries en fait, de la Castille. Donc, est-ce qu'elles ont été copiées? Est-ce qu'elles ont été attribuées? Tout ça est un mystère, et je sais qu'il y a quelques historiens qui travaillent là-dessus. Alors, cette cheminée, elle nous arrive quasiment intacte, et c'est la chance que l'on a. La seule pièce qui nous manquait, c'était cet angle, ici, avec une très jolie sculpture qui est un peu une sculpture fantasmagorique qu'on trouve en fait sous cette pierre. Et cette pierre, on l'avait en fait dans un champ et on a pu la remettre en place. Donc quasiment pas de travaux d'intervention sur cette cheminée. On a remis en fait des poutres, on a remis des planchers, des corbeaux quand ils avaient disparu. Mais l'essentiel de cette pièce, du décor de cette pièce, est d'origine, puisque l'ensemble de l'appareillage, du faux appareillage que vous trouvez sur ce mur, est un appareillage du XVIe siècle qu'on a découvert sous un lait de chaux et qu'on a restauré sur une partie en fait, de la pièce.
On sait qu'il y en avait partout, puisque si vous regardez de ce côté-ci, nous avions en fait le même type de décor, nous avons en fait encore des restes ici. Sur cette pièce, il nous reste encore un peu de travaux de patine, un peu de travail concernant les patines. Il nous reste bien sûr en fait l'eau, l'électricité, les fluides, mais d'une façon générale, nous sommes bien avancés et on a fait le choix en fait d'huisserie type 16e, très simple, fermée en fait par un petit loquet de bois avec des vitraux en fait à losange, avec des cadres de fenêtres qui sont en chêne et avec des volets en châtaignier pour pouvoir en fait avoir des évolutions de couleurs dans le temps qui soient satisfaisantes. Ce que je vais vous emmener, c'est dans un endroit où on va d'habitude jamais. Je vous emmène en fait dans le cachot de Jacou le Croquant, puisque Jacou le Croquant, même si ce roman, en fait, Eugène Leroy l'a situé à Lermes, bien sûr, Jacou n'a jamais existé. Mais dans le roman, dans Jacou, ben écoutez, Jacou le Croquant, il est mis par le comte de Nansac dans ce cachot. Il va rester quelques jours. Cette pièce, par contre, a bien été un cachot. Elle est donc voûtée, le cachot, on est en train de refaire cette voûte. On a une voûte au-dessus et tout cet ensemble ici était à l'époque, début 16e, entièrement fermé. On a percé cet accès quand l'endroit n'est plus un cachot. L'accès se faisait par la tour nord, avec un petit escalier extérieur qui était vraisemblablement en bois, puisqu'en fait on a un dénivelé du sol. On aimerait beaucoup refaire cette pièce. Pour l'instant, nous sommes en discussion avec le ministère de la Culture qui nous a autorisé à faire cette opération incroyable de restauration du château de Lermes, et puis qui nous aide aussi financièrement, mais avec lesquels en fait, on doit en fait, échanger très régulièrement sur les projets qu'on décide de faire, même s'il y a eu un cadre général déposé dans le cadre d'un permis de construire. Je rappellerai peut-être à nos auditeurs que nous sommes sur un chantier qui est long, hein. C'est 8 ans de travaux, donc c'est vraiment une œuvre d'envergure. Il faut trouver le bon architecte, il faut trouver les bonnes entreprises, il faut aussi trouver les ressources financières, c'est pas simple. Et puis c'est un chantier comme ça, c'est toujours en fait truffé de difficultés, de choses qu'on n'a pas prévues, et on se retrouve souvent devant en fait des murs et il faut résoudre en fait des problématiques qui sont compliquées, qui sont souvent chères, mais on s'adapte et on fait face. Et je dois dire que jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup de bois ici, mais les choses se passent plutôt bien à Lermes. Et on a réussi à constituer une équipe aussi bien avec la DRAC, la Fondation du patrimoine, que l'ensemble en fait, des associations de protection en fait, des monuments historiques, que ce soit l'ADH ou les vieilles maisons françaises, mais aussi avec les entreprises, parce que les entreprises sont des acteurs formidables de ce projet. Elles apportent beaucoup. On ne travaille pas uniquement avec l'architecte, c'est un travail d'équipe. Et sans elles, on ne pourrait pas en fait réaliser, je dirais, ces travaux qui sont gigantesques, qui paraissaient dingues, puisque quand en fait j'ai démarré ce projet, tout le monde m'a traité un peu de fou, mais au final, le fou c'est souvent celui qui ne fait pas les choses. Donc il faudra retenir ça. Alors, ce qui est intéressant à regarder dans cette tour nord, d'abord c'est que la tour elle est ronde et à l'intérieur elle est carrée. Donc ça c'est une disposition en fait commune sur les 2 tours cylindriques de Lermes, mais pour nos téléspectateurs, on peut montrer dans quel état était ce château quand je l'ai repris. Regardez en fait les murs, regardez les traces de lierre qui y restent, regardez les graffitis, regardez les verdures que nous avons en fait sur les enduits. La chance qu'on a, c'est que malgré tout, à cet étage et à l'étage juste au-dessus, les enduits, malgré tout, sont en bon état. Alors vous allez me dire, mais que je plaisante, mais pas du tout, parce que je vous montrerai tout à l'heure, dans une des pièces, comment en fait on transforme ces enduits assez bien, assez usés, ils paraissent assez usés, mais qui en fait en réalité sont très bien tenus, sont très solides. Ce que je vous propose, c'est de me suivre et on va aller découvrir la cuisine. Nous voici dans la cuisine. Alors la cuisine, elle a beaucoup souffert au cours des siècles, puisqu'au XVIIe, on a un incendie à Lermes,
parce qu'on a la chance, grâce aux inventaires, d'avoir une histoire très complète sur le monument, aussi bien en fait sur ses différents propriétaires, la famille Calvimont ou la famille Hautefort, mais surtout sur tout ce qui est arrivé dans ce château. La cheminée que vous voyez en anse de panier a été très abîmée dans cet incendie et nous avons été obligés de refaire toute cette partie basse, ainsi que les bases de la cheminée qui étaient très abîmées. On l'a fait, je dirais, patiner par une décoratrice, je dirais, de décors muraux, qui est venue en fait faire toutes les finitions. Au niveau de cette pièce, écoutez, c'était la même chose, on était 4 mètres plus bas. Par contre, on ne sait pas comment était le sol, c'était peut-être de la terre battue. Souvent dans les cuisines, c'était le cas. Donc on a pris le parti de remettre des dalles de pierre, des dalles de récupération. On a encore la trace de l'endroit où se trouvait l'évier de la cuisine, alors qui était vraisemblablement plutôt un baquet en bois, qui devait se présenter en fait dans cet orifice, avec une évacuation d'eau qui était reliée directement avec un cabinet, avec un caniveau maçonné et allait directement dans la douve. Je ne vais pas vous emmener, allez si, je vous emmène rapidement dans la tour sud, qui était en fait un endroit de stockage d'aliments. Et je vous y emmène parce que cette tour n'a fait l'objet encore d'aucun travaux. C'est sur cette tour que la mission patrimoine, la mission Berne, nous a choisi en tant que projet emblématique de la Nouvelle-Aquitaine. Donc les travaux démarreront, je pense, pas avant janvier ou mars 2025. Il y a tout à faire. On commencera par les parties sommitales, comme d'habitude. Et puis on redescendra en fait dans les étages progressivement. On a ici en fait les restes de l'ancien endroit où se logeait, je dirais, le canon. C'était une canonnière. Alors elle protégeait en fait l'entrée de la plateforme. Mais on se dit quand même que ce château, il est construit bien après la guerre de 100 ans. C'est plus un château d'agrément avec encore un style et je dirais des décors qui rappellent en fait entre guillemets les châteaux forts. Mais quand vous allez monter dans les étages, et je vais vous y emmener tout de suite, vous verrez que c'est vraiment un château d'agrément. C'est absolument pas une place forte. Alors, la dispersion du château, le plan du château, il est toujours similaire. Chaque fois qu'on arrive à l'étage, nous avons en fait le grand logis côté droit, le petit logis côté gauche. Le grand logis qui a plutôt une fonction de réception, petit logis plutôt en fait côté chambre, côté cuisine, côté souillarde en bas. Je vais vous proposer de rentrer dans la salle de réception du château, mais auparavant vous regarderez, il y a toujours des petits personnages sculptés à l'intersection en fait de cette entrée, de ces deux entrées. Et regardez une chose aussi, c'est tout l'art de la perspective de ce château. On le voit bien en fait dans cette image, puisqu'en fait, pile en face de l'ouverture de cette chambre, nous avons en fait la fenêtre de la tour où nous étions tout à l'heure. Alors nous arrivons dans la salle de réception du château, donc la pièce un peu où il fallait quand même en imposer aux visiteurs. Donc on a une cheminée qui est certainement une des cheminées les plus travaillées du château. La chance que nous avions, c'est que là encore, cette cheminée était dans un état incroyable. Si on se rapproche un petit peu au plus près, on voit juste qu'on a quelques éléments en fait de maçonnerie qui ont été touchés par les intempéries. On a cet ange ici où il y avait en fait une tête qui en fait dominait le coin droit de cette cheminée, qui a disparu, bien sûr. On ne va pas en fait la restituer, on la garde dans son jus. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que nous avons en fait sur chaque côté de cette cheminée deux quadrilobes, qui est une figure gothique assez classique, avec des proportions qui sont complètement différentes, puisque celle-ci
est plus importante sur côté gauche que côté droit. Et c'est toute la magie de l'Herm, c'est que quand on regarde les choses en détail, rien ne se ressemble. L'harmonie générale est là, mais par contre, il n'y a aucune chose qui se ressemble. Dans les ouvertures, dans les baies à meneaux en extérieur, quand nous avons fait tous les travaux de restauration des baies à meneaux, j'avais dit aux maçons qui travaillaient, aux tailleurs de pierre qui travaillaient, mais attendez, vous ne le refaites pas, c'est exactement complètement différent de ce que vous faites à droite et à gauche. Il n'a rien dit, il m'a fait faire le tour de tout l'échafaudage, et effectivement, il n'y a pas un décor qui est identique. Certainement parce que nous avions à l'époque différents tailleurs de pierre, mais parce que c'était aussi peut-être pas l'état d'esprit. On n'est pas dans quelque chose de purement symétrique, mais je dirais globalement, ça fonctionne et l'harmonie fonctionne. Dans cette pièce, nous avons en fait pu restituer l'ensemble des huisseries, les plafonds et l'ensemble des poutres et solives. Nous avons choisi au niveau en fait, des vitraux de positionner tous les couples qui ont habité dans ce château. Parce que ce château, il n'est pas habité de façon noble pendant très longtemps. Il est habité de façon noble pendant à peu près 150 ans. Et seulement 2 familles vont en fait avoir la possession de ce château. Les Calvimont, qui sont les constructeurs entre 1500 et 1525, et puis la famille Hautefort, à partir de 1605, à partir du moment où Marguerite de Calvimont est assassinée par les hommes de main de son mari dans la tour sud du château. Et par la suite, ce sera en fait la famille Hautefort qui récupérera la propriété de ce château. Mais ce château sera très peu habité parce que les Hautefort ont un magnifique château un peu plus loin dans le village d'Hautefort. La Belle Aurore est plutôt en fait à la cour de Louis XIII. Donc ce château est vraiment un château de campagne et la plus grosse partie de son temps, ce château sera en fait une ferme où seront logés des bordiers, des fermiers, où on entassera du foin, du grain. Voilà. Ce qui explique aussi qu'à la Révolution, ce château, il n'était plus un symbole en fait, de la noblesse et il a été complètement épargné, je dirais, par les révolutionnaires. Donc ici, nous sommes en fait dans la chambre de Madame de Calvimont. La chambre de Monsieur de Calvimont est un étage au-dessus. Dans cette pièce, on a travaillé sur les enduits d'une façon complètement différente, en gardant les enduits d'origine. On les a ici, ils ont juste été nettoyés. Si vous vous souvenez des enduits, de la couleur des enduits quand on était dans la tour où il y a le cachot avec ces couleurs verdâtres, ben vous voyez, on les a nettoyés. Et puis, pareil, par endroits, on a été obligé de faire quelques colmatages, puisqu'en fait l'enduit avait disparu. Donc on a quelques petits placards nouveaux ici qu'on voit là, ou aussi là. Donc on mettra en fait ce qu'on appelle une eau forte pour pouvoir en fait donner une harmonie à l'ensemble de ce support. Mais je pense qu'on va rester dans quelque chose de beaucoup plus brut. Et il est possible que dans la pièce derrière, on revienne à quelque chose qui tend plus à un matériau complètement naturel. Et puis ça me fait assez plaisir aussi de garder une pièce d'une façon un peu, je dirais, brute, puisque ce château, quand je l'ai trouvé, il était en bien mauvais état, et d'aller un peu trop loin dans la restauration, c'est surtout ce dont on doit faire attention. Parce que l'état d'esprit de la restauration, c'est que l'existant soit préservé et que tout ce qu'on restitue s'adapte à l'existant. C'est véritablement ça le fil conducteur, ce qui expliquera, et je vous le montrerai tout à l'heure, que les enduits ne sont pas refaits, les enduits en fait des façades ne sont pas refaits, qu'au niveau en fait des charpentes, des couvertures, on a choisi plutôt des tuiles plates de récupération, des ardoises plates de récupération, plutôt que des matériaux neufs, parce que quand on arrive de loin sur un monument, il y a 2 choses qui se voient, les élévations et les tuiles et les toits. Donc on est parti sur des matériaux en fait simples, nobles, mais qui ont déjà une patine, ont déjà en fait vécu pour pouvoir en fait s'adapter à ce monument. On peut peut-être, je dirais, continuer notre visite en vous montrant juste une chose, on ne pourra pas y aller, mais je vous ai dit qu'il y avait eu un meurtre, juste ici, dans cette pièce. Marguerite de Calvimont, qui était étranglée par les hommes de main de son mari.
Pourquoi? Parce que son mari en aime une autre, et puis surtout, son mari a beaucoup de dettes auprès de sa femme. Donc, de faire disparaître sa femme, régler deux soucis majeurs. Alors, son mari sera bien sûr, et ça c'est quand même, il y a une morale dans cette histoire, son mari sera un jour, je dirais, condamné, et il sera enfermé en fait à Paris, et il mourra en fait en prison. Et ce qui fera que son épouse se remariera une troisième fois. Madame de Hautefort, Marie de Hautefort, se remariera une troisième fois et fera tout ce qu'elle peut pour rester à Lermes. Et il y aura en fait au total 13 meurtres durant cette période pour conserver la propriété de Lermes. Donc c'est un château qui a été décrit parfois comme un château maudit. Moi je ne rentre pas dans ces appréciations-là. Certes, il y a eu un meurtre, mais dans beaucoup de maisons, il y a eu des événements lourds qui se sont passés. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais ressenti l'ensemble des, je dirais, peut-être des bruits ou des impressions liées en fait à des fantômes. Il y a, voilà, Lermes se suffit à lui-même, il est beau, il est décoré, il m'appelait puisqu'il fallait en fait le sauver. Et je laisse au passé tous les commentaires sur le côté maudit des choses, qui c'est souvent une chose pour faire un peu d'écoute. Voilà. Alors nous arrivons dans la chambre de Monsieur de Calvimont. On a une cheminée qui prend toute la largeur du mur. Alors même si la cheminée de la salle de réception en dessous est très belle, très travaillée, je dois dire que j'ai un petit faible pour celle-ci, parce que je la trouve imposante, mais malgré tout très légère. On a la chance d'avoir pu conserver les armoiries des Calvimont, les deux lions, les deux tours, portés par des anges. On est là encore, je dirais, très chanceux, parce que toute cette cheminée était dans cet état-là. On a refait très peu de choses. On a refait ce bandeau de pierre qu'il faudra qu'on reprenne parce qu'il est un peu épais, mais d'une façon générale, l'ensemble des décors de Lermes nous sont arrivés dans un état remarquable. On pourra peut-être passer directement dans la tour qui vient juste, je dirais, d'être sur lequel on peut juste en fait maintenant marcher puisqu'on a un plancher, mais c'est intéressant pour vous les auditeurs de regarder en fait d'où on est parti. Voilà les enduits tels qu'ils se présentaient à Lermes quand on a commencé en fait nos travaux. La chance que l'on a encore une fois ici, c'est que l'enduit, il est en bon état. Alors il est sale, il est vert, il y a des traces de lierre, il y en a un peu partout, mais c'est pas grand-chose en fait pour remettre cette pièce en fait en état. On a été obligé de refaire le manteau de cette cheminée qui avait disparu malheureusement. On a encore un peu de travail, mais je dois dire que quand on arrive dans une nouvelle pièce, c'est toujours très émouvant. Alors bien sûr, c'est une pièce qui est un peu sombre parce qu'il est tard, et puis surtout parce qu'en fait, on est côté ouest et côté nord. Donc voilà, c'est une pièce un peu triste, mais moi que j'aime beaucoup parce qu'elle est dans son jus, et je ne suis pas certain qu'on aille beaucoup plus loin au niveau de la restauration en fait, des enduits, puisque j'ai envie aussi de conserver le château dans l'état brut dans lequel je l'ai reçu. Donc ça, c'est des discussions que nous avons actuellement avec notre architecte. Mais voilà, moi j'aime cet endroit tel qu'il se présente aujourd'hui. Bien sûr, on est sur des planchers qui sont provisoires, puisqu'on aura bien sûr après tous les réseaux à passer dans une dernière étape. On va pouvoir vous emmener dans les étages voir la voûte de l'escalier, qui est une voûte incroyable, qui est unique en Périgord. En France, je ne saurais dire, mais qui est une voûte qu'on appelle un palmier de pierre. Et plutôt que d'en parler, je vous y emmène. Que dire de cette voûte? C'est une voûte en palmier de pierre,
Regardez l'ensemble, je dirais, des nervures, elles oscillent un peu comme les flammes, d'où le style dont on parle, qui est le style gothique flamboyant. Aux intersections des différentes clés de voûte, on a aussi en fait des décors. On a une petite croix de Malte sur le côté droit. Ici, complètement sur la gauche, on a un symbole latin qui en français signifie Jésus sauveur du monde. Et on a également les armes des Calvimont qu'on retrouve ici, avec ces deux lions et ces deux tours. Malheureusement, elles sont un peu cassées, mais ce n'est pas bien grave. Ce qu'on peut dire, c'est que l'escalier, il est dans l'état dans lequel on l'a trouvé. On n'a fait aucun travaux de restauration intérieure et il n'y a quasiment rien à y faire, hormis quelques joints à reprendre. Il y aura bien sûr certainement des enduits à refaire au niveau du sommet de la voûte. Mais la chance qu'on a dans ce projet, c'est que la tour d'escalier a été préservée et qu'elle nous arrive quasiment en fait indemne. Elle est dans l'état en fait qu'elle était il y a 500 ans, avec des marches qui sont certes parfois usées, mais pas de façon en fait excessive. Et on rappellera, puisqu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on rappellera en fait le décor sur toutes ces marches. On a ici des petits dessins qu'on appelle des moulures prismatiques, et en fait qui rappellent les baies à meneaux que nous avons sur la façade. C'est le dessin de l'angle des baies à meneaux que nous avons sur la façade. Et le but de ces décors, c'est surtout de donner en fait de la légèreté à cet escalier qui est somptueux. Je vais vous emmener dans une œuvre majeure. Alors certes, ce n'est pas une œuvre du XVe ou du XVIe siècle, c'est une œuvre en fait du XXIe, mais venez voir et je vous invite à découvrir qu'on est encore capable de faire des choses incroyables avec l'artisanat français. Voilà, on est dans le corps du logis avec une charpente à tenons et mortaise, entièrement en bois, entièrement chevillée, qui a été posée en deux parties. Une première partie dans le grand logis, et puis un an après, cette deuxième partie ici, côté petit logis. Elle est composée en fait exclusivement de bois de chêne. Alors, il n'est pas certain qu'à l'époque, les bois étaient en chêne, puisque souvent on prenait le tout venant, hein. On prenait même des arbres fruitiers. Mais toujours est-il que voilà, c'est une charpente en forme de coque de bateau inversée qui est inspirée du château de Puy-Guilhem en Dordogne et qui est réalisée par une entreprise qui s'appelle les Ateliers Ferrignac qui interviennent aussi à Notre-Dame. Pour donner un peu, je dirais, à nos auditeurs quelques informations significatives, c'est qu'à Lermes, on a à peu près 15% du volume de bois utilisé à Notre-Dame. C'est pour vous dire qu'on est dans un chantier d'importance et sur lequel on avance vite, mais on en est à peu près à la moitié des travaux sur le monument. On va bientôt poser la charpente sur la tour d'escalier, mais malheureusement, depuis 3 ou 4 mois, il pleut, donc nous n'avons aucune couverture, je dirais, de poser sur les tours. On a pris un peu de retard, mais ce n'est pas bien grave quand on porte un chantier de telle importance. On pourrait peut-être finir cette visite en vous emmenant dans une pièce qu'on appelle traditionnellement dans les châteaux la salle du trésor. Et ce trésor n'est malheureusement pas en fait des pierres précieuses, ce ne sont pas des pierres précieuses ou des pièces de monnaie, ce sont en fait tous les papiers et notamment toutes les reconnaissances des droits seigneuriaux sur l'ensemble en fait des domaines qui entouraient Lermes en fait à l'époque. Et je vous propose de venir découvrir cette pièce qui est au sommet en fait
de la tour d'escalier et sur lequel on a une vue incroyable sur la forêt Barade. Donc nous sommes en fait au sommet de la tour de l'escalier. Ce que je vous propose, c'est de regarder un peu les couvertures qui sont déjà en place et regarder en fait la pose de ces tuiles sur des pentes très très fortes. Regardez comment la charpente vient s'encastrer au niveau en fait du larmier de la cheminée. On a bien sûr refait les lucarnes, puisque les lucarnes elles existaient. Et les lucarnes, c'est ces grands ouvrages de pierre qui sont devant vous, que vous voyez, je dirais, sur le côté, mais en façade, via les images drones, vous pourrez mieux les découvrir. Ces lucarnes, elles ont été restituées en prenant exemple du château de la Chapelle-Faucher. Et bien nous en a pris, puisqu'on a découvert récemment un texte d'un auteur de la fin du 19e qui recommandait d'ailleurs d'utiliser le modèle des lucarnes de la Chapelle-Faucher si un jour quelqu'un voulait en fait s'occuper de restaurer l'herbe. Et nous avons fait tout ça sans le savoir. Nous sommes maintenant dans la chambre du trésor. Cette chambre avait une cheminée. Moi, j'imagine que ça pourrait faire un très joli studiolo à terme, avec pas mal d'objets de curiosité à déposer dans cet endroit. Ça peut être aussi un endroit de réflexion. J'aime beaucoup cette pièce parce que c'est effectivement la pièce la plus haute du château. Et effectivement, quand on regarde de loin, alors là on a les échafaudages, mais regardez le paysage ici. Nous sommes en fait au cœur de la forêt Barade. Et je dois dire que certainement peu de choses ont changé en 500 ans. Et ça c'est incroyable, c'est formidable. Eh bien, on arrive en fait à la dernière pièce du château à visiter, même si je ne vous ai pas tout montré, parce qu'il faut bien en garder. Il faut bien qu'un jour vous veniez voir ce qu'on a réalisé à l'herbe, et puis l'herbe sera meublée. Donc je pense qu'il y aura des choses très intéressantes à voir dans quelques années, d'ici 3-4 ans. Mais avant de vous quitter, ce que je vous propose, c'est de venir voir les enduits de la façade ouest pour vous expliquer un petit peu l'état d'esprit de cette restauration qui pour moi est important. Je veux véritablement que la restauration, elle respecte le monument. Il est hors de question que la restauration prenne le pas sur l'existant. Et c'est un équilibre difficile, ce qui expliquera par exemple que tous les chemins de ronde qu'on a remis en place, qui sont en pierre de taille, bien sûr neuve, donc blanche, il va falloir en fait qu'on les patine. On les a déjà patinés, mais il faudra revenir retravailler en fait ces patines en enlevant une fois qu'on aura enlevé les échafaudages pour qu'on puisse trouver des teintes qui nous conviennent, parce que quand on est sur l'échafaudage, on n'a pas le recul pour travailler sur les patines. Donc, mais je vous emmène quand même voir cette façade ouest du château qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est une façade qui est beaucoup moins connue que la façade est du château, avec cette tour d'escalier magnifique, ce portail d'entrée gothique flamboyant et cet escalier que vous avez pu découvrir. Donc venez voir la façade ouest. Alors nous voici devant la façade ouest du château. Cette façade, on a énormément travaillé sur cette partie du château, puisque désormais l'ensemble des baies à meneaux ont été restaurées. Certaines pierres ont dû être entièrement changées et refaites, mais dès qu'on a pu conserver les pierres, nous avons en fait travaillé, nous avons gardé l'existant. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que la restauration doit s'adapter au monument. Donc, parfois en fait, on restitue quand on ne peut pas faire autrement, mais dès qu'on peut conserver, on conserve. Et notamment dans la partie des enduits, on a décidé avec l'architecte de conserver les enduits d'origine. On les a juste en fait nettoyés, on les a juste gommés, puisqu'ils étaient d'origine gris, comme cette tour qui est juste devant vous. Donc voilà, on partait de ce matériau-là, de cette couleur-là, et en les gommant, ces enduits, ben voilà, en fait, on retrouve le rose. Alors bien sûr qu'autrefois, ils étaient beaucoup plus couvrants, mais on a décidé de laisser le château dans cet état-là. On a tout un travail de patine à faire encore
sur les corbeaux. Et vous voyez que déjà au bout de 2 ans et demi, puisqu'en fait le chemin de ronde a à peu près 2 ans et demi ici, le temps a fait son œuvre. Bien sûr qu'on avait déjà fait une première patine. Et puis si on monte un peu plus haut, vous voyez que les tuiles qu'on a utilisées, qui sont des tuiles de récupération, eh bien en fait donnent aussi en fait au château je dirais une espèce d'harmonie qu'on n'aurait pas avec des tuiles neuves, même si il y a des très beaux matériaux qui sont refaits aujourd'hui par différentes entreprises, des travaux, des tuiles ou des ardoises agréées monuments historiques. Mais on a pris plutôt le parti en fait, de conserver des tuiles anciennes. Un petit mot sur la lucarne, on en a parlé tout à l'heure. Là, vous l'avez en face de vous. Cette lucarne, il a fallu complètement la réinventer, puisque c'est un des seuls éléments sur lequel nous n'avions pas de documentation particulière, parce que le premier dessin de Lerme date de 1852. Et Lerme est déjà en ruine en 1852, puisque Lerme perd ses toitures et perd son chemin de ronde, ses planchers, ses fenêtres, ses portes et l'ensemble de ses poutres entre 1815 et 1830. En 1830, on a un inventaire qui décrit Lerme comme une ruine. Et c'est comme ça en fait que j'ai trouvé Lerme. Et par contre, on est parti pour remettre Lerme dans un état le plus proche de ce qu'il pouvait être au XVIe siècle. On essaye de ne pas aller trop loin dans cette restauration. C'est toute sa difficulté, parce que ce monument est magnifique et mon obsession, c'est de ne pas le dénaturer. Alors, si vous voulez un jour venir voir ce château, dites-vous que nous ouvrons 2 fois par an. Aujourd'hui, nous ouvrons au mois d'avril pour je dirais la manifestation Château en Fête, et nous ouvrons aussi en septembre lors des journées du patrimoine. Et puis je pense qu'à partir de 2028, il sera régulièrement ouvert à la visite. Il sera meublé, mais on a encore quand même beaucoup de choses à faire. On a encore au moins 4 ans et demi de travaux, et d'ici là, il nous faut redoubler d'ardeur et de vaillance. Mais je terminerai en disant une chose, que pour moi c'est un énorme plaisir que de refaire et de refaire vivre ce site, ce château, qui méritait de sortir de l'oubli, qui méritait de sortir uniquement du livre de Jacques Coul-Croquant, et qu'il soit montré en fait à tous avec tous les attributs d'architecture dont il dispose, puisqu'il est magnifique. Merci à tous et à très bientôt.